Bonjour à tous et bienvenue sur Aventure Crypto. Aujourd'hui, on retrouve Thibaut de la chaîne littéraire étudiant pour débattre d'un sujet que j'ai vu passer récemment dans un article de Cointelegraph, qui est la nécessité de mettre fin au culte de la personnalité dans le monde des crypto-monnaies, notamment avec tout ce qui s'est passé cette année avec plein de fondateurs et de grosses personnalités avec beaucoup de followers sur les réseaux sociaux, qui pourraient être un peu considérés comme des grandes gueules, voilà, ou des gens qui étaient considérés comme des génies dans leur monde avec des concepts révolutionnaires et au final qui ont été à la source de beaucoup des catastrophes qu'on voit actuellement. Donc là, pour prendre quelques exemples, on a en premier Do Kwon avec Terra Luna qui a perdu 58 milliards de fonds d'utilisateurs, voilà, qui a fait perdre en valeur 58 milliards. Très récemment, SBF de FTX qui a perdu 10 milliards de dépôts de fonds d'utilisateurs. Suzu aussi de Three Arrows Capital, donc un hedge fund de crypto qui a perdu 3,5 milliards. Et finalement aussi Alex Mashinsky de Celsius qui a loqué 3 milliards de dépôts en Celsius. Donc c'est tout des personnalités assez fortes qui communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux avec des caractéristiques un peu communes, donc plutôt des hommes, plutôt jeunes, très sûrs d'eux, avec qui pouvaient posséder un certain charisme au sein de Sharp et qui étaient plutôt un peu dans la provoque, un peu dans moi je suis le meilleur, je suis un génie, de toute façon vous avez rien compris, suivez-moi moi. Et au final on se rend compte qu'ils ne savaient pas forcément plus que d'autres personnes et carrément qu'ils ont volé, détourné des fonds d'utilisateurs. Donc, c'est-à-dire que des fois, ils n'étaient pas forcément compétents. Donc, par exemple, Do Kwon, qui se pensait comme un génie de la finance, qui avait trouvé la manière d'avoir un système de stablecoin algorithmique avec du 20% de rentabilité. On se rend compte qu'au final, le système n'était pas infaillible. Et après, on a des gens comme SBF et Mashinsky qui carrément ont détourné des fonds d'utilisateurs. C'était carrément une gestion frauduleuse. C'était même pas un problème de compétence ou de mettre en place un système qui marchait pas forcément. C'était il y a eu des détournements de fonds, on sait pas encore tout et ça se découvre petit à petit. Et donc du coup, c'était pour voir avec Thibaut, quelle pourrait être une alternative à suivre ce genre de personnalités qui peuvent être attirantes, parce que c'est vrai on peut avoir cette idée du success story, un peu à l'américaine, où le mec il a un peu de charisme, il parle beaucoup, il sait s'exprimer, il clash un peu, il écrase ses concurrents, voilà, et du coup pour certaines personnes ça peut être attrayant, se dire voilà, au moins ça c'est quelqu'un que j'ai envie de suivre. Alors qu'au final on se rend compte qu'il y a eu plein de problèmes et quelle pourrait être une alternative. Donc je sais pas toi Thibaut ce que t'en penses. Peut-être moi pour commencer une piste de réflexion, peut-être se tourner justement vers des acteurs qui travaillent sur déjà des projets décentralisés, pas des plateformes centralisées, et des acteurs qui font peut-être un peu moins de bruit, mais qui au final délivrent sur la promesse, qui font pas on va faire ça, on va faire ci, au final il y a pas grand chose qui se font, et qui cherchent pas forcément aussi à écraser les autres, à se démarquer, à être très bling bling ou flashy, mais plus qui sont un peu plus discrets et qui se concentrent sur des projets décentralisés. Je sais pas ce que tu en penses toi de... Si, le but et l'objectif des crypto-monnaies, c'est de s'émanciper des intermédiaires et de ne plus avoir de risque de contrepartie. Quand on utilise ce genre d'alternative, les plateformes centralisées, toutes les problématiques qu'on a vues aujourd'hui et des personnes que tu as citées, c'est à chaque fois le risque de contrepartie. Même, on peut dire à la limite, Terra Luna qui pouvait avoir un certain niveau de décentralisation, ça pose aussi des problèmes parce qu'on est sur un niveau aujourd'hui très expérimental. Les stablecoins algorithmiques, il y en avait eu quelques-uns pardon, qui avaient été créés jusqu'à présent. Mais pour l'instant, les stablecoins qui fonctionnent les mieux, c'est encore des stablecoins qui ont un risque de contrepartie. Tu vois, l'USDT, l'USDC, l'USDT c'est de Bitfinex, et on connaît l'historique de Bitfinex. L'USDC c'est Circle, donc qui est une sous-filiale de Goldman Sachs. Il y a le DAI, mais le DAI, malgré le fait qu'on dit que c'est un stablecoin qui est décentralisé, il est aujourd'hui collatéralisé à 60% avec des stablecoins comme l'USDT et l'USDC, qui sont des stablecoins centralisés. Donc si demain, avec leur clé admin, qu'on appelle les admin keys en anglais, ces boîtes-là de Bitfinex et USDC décident d'invalider les USDT, les USDC qui servent de collatéral au DAI, le DAI demain plonge et c'est terminé.
Le BUSD, j'en parle même pas, hein, c'est le stablecoin de Binance. Le Paxos, bon, bah, pareil, stablecoin d'une boîte centralisée. Il y a aussi celui de Gemini, qui est le stablecoin de la plateforme des frères Winklevoss. Donc bref, en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a toujours un spectre c'est jamais centralisé ou décentralisé. Alors, des fois, si, tu étais plus proche de la centralisation que de la décentralisation, mais même quand on parle de finances décentralisées, c'est un degré, c'est un spectre. On n'est jamais sur un truc ultra décentralisé. Aujourd'hui, le protocole le plus décentralisé qu'on connaisse, c'est le Bitcoin, avec toutes les problématiques qu'on connaît au Bitcoin, hein. Problématiques de scalabilité, problématiques également aussi quand on a une augmentation du nombre d'utilisateurs, bah, les temps de transaction qui sont très longs et des fois les frais qui peuvent crever les plafonds, hein. On l'a vu en 2017, un peu moins en 2021, mais voilà. Et puis après, bah, toutes les plateformes qui se disent décentralisées, qui ont une vingtaine de validateurs, comme c'est le cas je crois qu'il y en a 24 pour la Binance Smart Chain. Est-ce que c'est décentralisé? Est-ce que c'est centralisé? Tu vois, l'objectif, c'était d'avoir des frais de transaction qui étaient relativement faibles, ce qu'ils ont réussi à faire, des transactions qui soient rapides, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et après, est-ce qu'on est sur le même niveau de décentralisation que Bitcoin? Je ne suis pas persuadé. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne faut pas l'utiliser? Pareil, je ne suis pas persuadé. Tu vois, je pense qu'il faut faire très, très, très attention aujourd'hui à la manière dont on va percevoir les personnes sur YouTube, sur Internet de manière générale, parce que pour le cas de Mashinsky, par exemple, c'est quelqu'un qui parlait très, très bien, qui arrivait à montrer que les banques n'étaient pas nos amis, que eux ils étaient là pour apporter plus de transparence, et ils avaient toujours un moyen, si tu veux, de justifier ce qu'ils faisaient. Par exemple, moi j'ai toujours été fervent défenseur de not your keys, not your coin. Tu vois, du moment où tu ne détiens pas ta clé privée, tu ne détiens pas tes crypto-monnaies, un peu comme aujourd'hui quand tu déposes ton argent à la banque fait faillite, c'est comme une entreprise, l'argent ne t'appartient plus, elle a une reconnaissance de dette envers toi, elle a une créance envers toi, et comme en 2008 avec Lehman Brothers, lorsqu'il y a eu une faillite, si la banque fait faillite, tu perds ton argent. Dans les cryptos, c'est pareil. Tu déposes ton argent dans une plateforme centralisée, Binance, Kraken ou autre. Binance, Kraken se font hacker ou partent avec la caisse, comme c'est arrivé des centaines de fois avec plein d'autres plateformes. Tu peux perdre ton argent. Donc, détenir ces crypto-monnaies, c'est quelque chose de très important. Néanmoins, ça demande aussi une certaine responsabilité et un certain niveau de connaissance. L'écrasante majorité des gens aujourd'hui, je ne parle pas de ceux qui sont déjà dans la crypto, mais l'écrasante majorité des gens qui sont aujourd'hui dans la crypto, malheureusement, ont peur de prendre cette responsabilité et certains n'ont pas les compétences. Tu vois, pour pouvoir, rien que d'utiliser une ledger, c'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens. Donc Mashinsky disait de toute façon, il y a des gens qui n'utiliseront jamais les ledgers ou les outils de self-custody comme les hardware wallets parce que c'est trop compliqué. Et il y a plus de chances, si jamais tu n'as pas ces connaissances-là, de perdre ta clé privée plutôt qu'utiliser une boîte qui, elle, pour le coup, c'est son job de faire ce genre de truc. Et d'une certaine manière, même si ce n'était pas ce que je préconisais, je pouvais comprendre son argument, tu vois, de dire que oui, je sais pas, ma grand-mère de 80 ans, je lui parle de Ledger, c'est juste pas possible, elle va perdre ses infos et elle a plus de chances, elle, de perdre ses crypto-monnaies que de le laisser à une boîte centralisée. Donc, encore une fois, d'une certaine manière, je peux le comprendre. Donc, ils ont toujours une bonne manière de parler, une bonne manière de pouvoir donner des arguments en expliquant pourquoi ils font telle chose ou pourquoi ils sont différents des autres aussi. Tu vois, leur proof of community, c'était ça, d'apporter de la transparence sur les fonds, comme par quelle plateforme les fonds avaient transité, les rendements d'où ils venaient, etc., etc. Au final, on s'est rendu compte qu'entre le discours qui avait été donné sur les réseaux sociaux, l'image de Mashinsky qu'on pouvait avoir à travers les réussites précédentes, parce que c'était quelqu'un qui sortait pas de nulle part, hein. C'était déjà un multimilliardaire, quelqu'un qui avait déjà créé plusieurs entreprises qui avaient très très bien fonctionné. Donc voilà, il y a toute la réussite qu'il y a derrière. Donc on se fait une idée à travers ses performances passées, l'image qu'on a aujourd'hui sur YouTube, et on se dit, bah ouais, forcément, ce mec, c'est génial, il va réussir à révolutionner le truc. Et c'est, en tout cas dans la crypto, c'est très rarement le cas. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une fausse image qu'on se fait, et on est très sélectif. Tu vois, il y a le biais de confirmation. Tu vas commencer à lire sur Internet des infos sur ces mecs-là, tu vas regarder que les réussites, tu vas te dire, bah ouais, punaise, le mec, il a réussi à créer plein de boîtes, c'est quelqu'un d'intègre et tout. Donc, tu vas te faire une idée qui n'est absolument pas objective de cette personne-là. Et derrière, tu vas occulter tout ce qui ne va pas, tu vois, avec ce genre d'entreprise. Et en plus, il y a les informations qu'on veut bien nous partager. Tu vois, FTX, c'était la deuxième plus grosse plateforme du monde. Tout le monde en parlait en bien, disait, voilà, Sam Bankman-Fried, c'est un gars qui roule encore en Toyota alors que c'est un multimilliardaire.
il expliquait sur certaines interviews que son objectif, lui, c'était de gagner un maximum d'argent pour pouvoir aider les associations caritatives. Qui aurait envie de cracher sur un mec comme ça? Personne. Tu dis, bah ouais, c'est génial. Un milliardaire qui roule en Toyota, qui n'est pas en train de montrer ses sacs Louis Vuitton, ses affaires Gucci, ou qui est en train de cracher sur les gens qui n'ont pas beaucoup de pognon, tu dis, ouais, tu arrives à beaucoup plus si tu veux t'associer à ce genre de personnage. Néanmoins, quand on regarde ce qui a été fait avec FTX, c'est du gros foutage de gueule. Tu vois, tu te rends compte que le mec te mentait ouvertement. Il n'y avait pas de comptable, comme tu l'avais expliqué sur un des lives qu'on a fait sur Tokens Invaders, l'autre chaîne. T'expliquais que leur cabinet comptable s'était hébergé sur du métavers sur Decentraland, une adresse du métavers sur Decentraland. Enfin, c'est le cabinet d'audit qui était, ils n'avaient pas de comptable, ils n'avaient pas un vrai service de comptabilité et les audits étaient faits par une entreprise basée sur métavers. Donc oui, voilà, c'est des trucs, tu te dis, mais c'est pas possible. Genre, le niveau d'hypocrisie qui existe dans la crypto, le peu de niveau de régulation qu'on a aujourd'hui, le peu de contrôle qu'on a, et après, la fausse vision qu'on peut avoir de la personne en face. Ce qu'il faut comprendre, et je le répète, et je pense que je le répéterai sur 50 vidéos s'il faut, l'objectif des crypto-monnaies, c'est d'éviter le risque de contrepartie. Quand on utilise des intermédiaires, FTX, Binance, Kraken, KuCoin, peu importe la plateforme, BlockFi, Nexo, on arrive toujours aux mêmes problématiques. Et je sais que sur un des commentaires, enfin sur une des vidéos que j'ai faites, justement, j'expliquais ça. Et il y en a un dans les commentaires qui m'a dit c'est quand même gonflé de mettre Binance au même niveau que FTX. Mais j'étais là, mais mon gars, genre, il y a quelques semaines en arrière, parce que je ne sais pas à quel moment tu as publié cette vidéo, mais il y a quelques mois en arrière, tout le monde prenait FTX, disait c'est bon, c'est génial, c'est la deuxième plateforme la plus utilisée du monde, ça va révolutionner le secteur. Et quand on voit le bordel qu'il y avait en arrière-plan, qu'on avait, en tout cas dont nous, on n'avait pas forcément connaissance, aujourd'hui, on n'a aucune information sur ce qui se passe véritablement. Pareil, chez Kraken ou chez Binance. Je ne suis pas en train de dire que le niveau de gestion est identique entre ce qui se passe chez Binance et sur FTX. Je dis simplement qu'aujourd'hui, on n'a aucune info. Et que, vu qu'on n'a aucune info, le risque, on n'est pas capable de le prendre. On ne sait pas quel risque on prend. Le risque qu'on prend, entre guillemets, on en a quand même une petite idée, c'est qu'on laisse nos crypto-monnaies sur ces plateformes-là, on peut les perdre du jour au lendemain. Donc, est-ce que laisser nos crypto-monnaies sur ces plateformes-là pour gagner du 5-10%, comme ce que faisait Machinsky avec des stablecoins, est-ce que ça vaut le coup? C'est toujours la balance risque-rendement. Moi, ce que j'invite vraiment les gens, c'est de se méfier de tout le monde, et même de nous, parce qu'on a tous des biais cognitifs, tu vois. On essaye de faire attention à ce qu'on dit, on essaie de faire attention à ce qu'on fait, on essaie d'avoir une certaine responsabilité des informations qu'on va divulguer et qu'on va dire, mais on a tous des biais. Et je pense que la meilleure personne qui sera amenée à prendre les meilleures décisions par rapport à notre situation personnelle, c'est nous-mêmes. Et dans les crypto-monnaies, quand on a compris qu'on ne peut faire confiance à personne, même pas à nous, on est obligé, du coup, par la suite, de prendre des décisions par rapport uniquement à nous-mêmes et les risques qu'on est capable de prendre à nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après pour revenir, je suis totalement d'accord, et pour revenir aussi, peut-être recadrer un peu vers le sujet de la vidéo, non seulement faire confiance à personne, mais surtout un petit peu, moi, que je vois dorénavant, c'était pas forcément le cas, je vous avoue, il y a quelques années, mais maintenant c'est vraiment un red flag pour moi. C'est non seulement faire confiance à personne, mais surtout, comme gros red flag, les personnes qui vous proposent des projets centralisés et qui ont une très très grosse confiance en eux, c'est-à-dire qu'ils se permettent, Dokwon, c'est pas forcément centralisé comme ça peut être le cas de Machinsky, mais des personnes avec très haute estime d'eux, qui parlent souvent très bien, parce que du coup, quand tu as beaucoup de confiance en toi, évidemment, tu te sens à l'aise, tu as une bonne diction, orateur, bonne capacité de storytelling, et qui se permettent non seulement cette partie confiance qui peut parfois manquer un peu d'humilité, de choses comme ça, mais en plus qui se permettent d'aller clasher les gens, c'est-à-dire que comme Dokwon, qui se permet de rabaisser les journalistes ou les personnes qui peuvent avoir des questions, parfois même totalement légitimes par rapport à son projet, de dire non mais moi je parle pas aux pauvres. Voilà, ce mec-là il est capable your de répondre. Size is not your, my size, un truc comme ça, c'est ce qu'il disait. Voilà, où il dit moi je suis plus riche que toi, de toute façon moi je vais pas m'abaisser à parler avec des pauvres. Et voilà, pour voir le niveau stratosphérique de melon qu'ont ces mecs-là. Donc moi j'aurais tendance à dire aussi que c'est tous les fondateurs qui vous proposent des projets centralisés, qui sont tellement sûrs d'eux, qui se permettent de faire ce genre de choses, on peut se poser légitimement des questions sur comment ils vont gérer leur risque, parce je pense qu'ils se pensent tellement au-dessus de tout le monde et qu'ils sont géniaux, en plus ils ont le biais de confirmation récent qu'ils ont fait des milliards, donc regardez, ça marche, j'ai trouvé la nouvelle pépite, le nouvel mode de fonctionnement, je suis un génie.
Et du coup, on se rend compte que leur gestion, enfin, même Terra Luna, quoi, ils avaient commencé à faire une réserve parce qu'on se dit, oh, au cas où quand même. Mais voilà, il n'y avait pas une bonne gestion du risque, ils n'étaient pas en capacité, ils n'avaient pas des bonnes réserves. Et il y avait plein de systèmes qui auraient pu être mis en place, qui ne l'ont pas été, parce qu'ils étaient concentrés sur l'hypercroissance, aller faire encore plus de chiffres et se développer, plutôt que sur une meilleure gestion, gérer les risques. Ils ne pensaient même pas que ça pouvait pas marcher leur projet et qu'ils pouvaient potentiellement se retrouver dans la situation dans laquelle ils sont actuellement. Enfin, SBF, c'est un peu ce qui se passe actuellement. Il a, oui, je pensais pas que ça se passerait comme ça, on est désolé et tout. Moi j'y crois pas, tu vois. Je pense qu'aussi il y a ce qu'ils veulent dire. Oui, non, Et mais je après, pense que de toute façon, ces mecs-là, après, ils s'en foutent. C'est des gens qui sont multimillionnaires, qui sont multimilliardaires. Pour la plupart d'entre eux, ils iront jamais en prison. Tu vois, SBF, il a pas encore été arrêté. Do Kwon, il y a eu un mandat d'arrêt, mais pour l'instant, je suis pas persuadé qu'il est en prison. Et je suis pas persuadé qu'il ira en prison. Je crois que Sam, il a payé une caution de 40 millions pour éviter de partir en tôle. Bref, de toute façon, on le sait, quand tu as de l'argent, quand tu as de l'influence, et Sam Bankman-Fried, c'est quelqu'un qui a financé aussi la campagne de certains hommes politiques aux États-Unis. Je ne sais plus si c'est de la part des républicains ou des démocrates, mais il a des positions importantes et des alliés importants au niveau du pouvoir, si tu veux, au niveau de la politique, ce qui fait qu'après, derrière, il ne va pas avoir un traitement pareil que si c'était toi ou moi qui avait fait ce genre de truc. Tu vois, c'est pas un monsieur ou madame tout le monde. Donc, la justice, je pense qu'il y a une justice à deux vitesses aussi dans la crypto, que quand on fait confiance à ce genre de personnes, juste parce qu'ils parlent bien, juste parce qu'ils ont une jolie cravate, juste parce qu'ils ont un joli costume, ou parce qu'ils ont eu une certaine réussite par le passé, historiquement parlant, dans la crypto-monnaie, ça se termine à 99% extrêmement mal quand c'est des boîtes centralisées. Quand c'est des boîtes décentralisées, enfin, quand c'est des boîtes, c'est pas des boîtes décentralisées, mais quand c'est des protocoles décentralisés, là, on est sur de l'expérimental. Tu vois, le stablecoin algorithmique de l'UST, on avait eu quelques stablecoins algorithmiques, mais voilà, là, on était dans l'expérimental. J'en ai parlé tout à l'heure pour les stablecoins qui fonctionnent le plus, mais là, on a le risque de contrepartie. Donc, tu vois, c'est toujours un équilibre. Et moi, en tout cas, maintenant que ça fait quand même plusieurs années qu'on est tous les deux dans la crypto, moi, maintenant, je sais que peu importe la nature de l'entreprise qui va être créée derrière et qui va me dire vous me donnez vos crypto-monnaies, vous me les prêtez et je vais vous donner du rendement, c'est terminé. C'est peu importe la nature de la boîte, le gars qui a créé, je sais pas, des centaines de milliards de plus-value pour ses investisseurs, j'en ai rien à secouer, je n'irai jamais dessus. Parce que maintenant, j'ai un certain niveau de compétence aussi pour pouvoir me permettre de faire la DeFi tout seul, d'utiliser, tu vois, MetaMask, tous les trucs qu'on a déjà évoqués sur ta chaîne. Je pense que quand on a un certain niveau de compétence, on est capable de faire bien mieux et de gérer correctement le risque par rapport à notre profil à nous. Quand on prête de l'argent à ces entités-là, peu importe la nature de la boîte, on n'a aucune idée des risques qui sont pris derrière. La dernière fois que j'ai regardé, alors je ne sais pas à quel moment, encore une fois, tu as publié ta vidéo, j'ai publié une vidéo sur Tokens Invaders qui disait que la faillite n'était peut-être pas encore terminée. Parce que quand on voit aujourd'hui ce qui s'est passé avec BlockFi, qui est en faillite, Celsius, il y a également aussi donc FTX, etc. C'est des chutes en cascade. Sur KuCoin, pendant cette période, et encore à l'heure actuelle, à l'heure où on tourne cette vidéo, ils offrent des rendements en APR sur de l'USDT à 185%. C'est génial. Comment tu peux, en bear market, donner des rendements de 185% sur des stablecoins alors qu'on a des faillites de partout sans prendre aucun risque? C'est impossible. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont en manque de liquidité. Ils ont besoin d'argent tout de suite. Ils sont ce qu'on appelle sur un... Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est un crunch, quoi. Genre un... Squeeze. Ouais, c'est ça. Ils sont vraiment dans un manque de liquidité énorme. Et du coup, pour attirer les investisseurs, le nonchalant, hein, ceux qui ne vont pas forcément se poser de questions, ils vont mettre des APY importantes. C'est un peu comme ceux qui font de l'investissement en bourse dans des actions à dividendes. Le débutant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder les actions, il va regarder le dividende yield, il va dire tiens, cette boîte, elle donne du dividende à 20% annuel. Bon, bah, par rapport à Coca-Cola qui va donner du 1,5% par exemple, je m'en fous, je vais aller sur du 20%. Sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que cette boîte, elle est criblée de dettes, qu'elle est peut-être sur le bord de la faillite, et que ça se trouve, elle va te verser un dividende pendant un mois et que le mois d'après, elle va faire faillite. Le niveau de risque que tu prends, si tu regardes uniquement le rendement, tu n'en as aucune idée. Ben, ça, les gens, ils le comprennent, si tu veux, la plupart du temps dans les actions, dans le monde classique, dans la finance traditionnelle. Dans les crypto-monnaies, ils se disent, bah, c'est bon, je sais pas, KuCoin, il donne du 180% sur du stablecoin en bear market, vas-y, j'en profite. Mais demain, ça se trouve, tu peux perdre l'intégralité de ton capital et il y a une très forte probabilité que tu perdes ton capital parce que c'est pas tenable. Et derrière, tu n'as aucune idée des risques qui sont pris avec ton pognon. Tu vois, moi, ce que j'ai appris la dernière fois aussi avec FTX, c'est qu'ils s'amusaient à prendre
Donc là, tu déposes ton argent chez FTX, notamment tes bitcoins. Eux, ils faisaient sur leur plateforme, ils montraient qu'en fait tes bitcoins étaient toujours sur la plateforme. Tu déposes 2 bitcoins, tu voyais que sur ton compte, tu avais toujours 2 bitcoins de crédité, sauf qu'en fait, ils n'y étaient plus. Ils les avaient envoyés sur Alameda, et Alameda, ils se permettaient d'acheter après des appartements avec les bitcoins des utilisateurs aux Bahamas pour faire des investissements immobiliers, sauf qu'en fait, les bitcoins n'existaient plus. Ils n'étaient plus là. Ils avaient été utilisés pour acheter de l'immobilier. Pour Pour autant, faire toi, du tu les. trading. Voilà, ou pour faire du trading. Mais toi, tu les voyais encore crédités sur ton compte. C'est un peu les réserves fractionnaires qu'on voit avec le système bancaire aujourd'hui. Tu as l'impression que sur ton compte, tu as 20 000 euros de crédité ou tu as encore 20 000 euros de disponibles. Non, ton argent est déjà parti. Au moment où il est déposé, il est déjà investi, il est parti. Donc, il faut vraiment que les gens comprennent ça, que le risque zéro n'existe pas, mais qu'à chaque fois, on va toujours trouver une bonne solution, une bonne idée, et que pour expliquer ou pour justifier le fait que vous allez devoir donner vos clés privées à des entités centralisées, à chaque fois, ça se termine de la même manière. Les utilisateurs qui en payent les pots cassés. Et souvent, quand on utilise ce genre d'alternative, c'est parce qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes, parce qu'on n'a pas confiance à notre capacité à pouvoir générer nous-mêmes des rendements, parce que souvent, on a peur. Donc, on va chercher de la simplicité. Et la simplicité, c'est un coût. Et souvent, le coût, c'est d'avoir la possibilité de perdre l'intégralité de son capital du jour au lendemain pour gagner peut-être du 10% annualisé. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est de se former. Vraiment, formez-vous. Mettez-vous en question. Si vous n'êtes pas aujourd'hui prêt à faire de la finance décentralisée, c'est pas grave. Prenez le temps, apprenez à utiliser MetaMask, apprenez à utiliser une Ledger. C'est normal que ce soit difficile au début, c'est OK, mais faites ça, c'est indispensable. Si vous ne faites pas ça, vous ferez partie des prochaines personnes qui seront encore dans les gros titres des journaux avec d'autres plateformes centralisées qui se feront hacker et sur lesquelles il y aura des problèmes parce que ça va continuer. Tout à fait. Pour finir aussi, et en revenant encore une fois sur le thème de la vidéo, il faut être formé suffisamment, on va dire, pour pouvoir aussi faire le tri entre les personnes que vous suivez. Parce que c'est normal de chercher des figures d'autorité. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais bon, c'est vrai que on peut tous se considérer débutants par rapport à quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience, voilà, ou qui sait programmer, qui est vraiment beaucoup plus avancé. Même nous, voilà, on commence à avoir des connaissances assez poussées, assez avancées, mais voilà, il y a des personnes qui sont bien meilleures que nous, qui ont une compréhension bien plus profonde de l'écosystème, et donc c'est normal de vouloir trouver ces personnes-là pour continuer d'apprendre, continuer à se former, continuer à comprendre nous aussi plus en profondeur comment ça marche, mais il faut quand même avoir un certain niveau basique de connaissances pour savoir, enfin, pour pouvoir faire le tri en fait, pour savoir si la personne elle nous vend voilà de la fumée ou si réellement il y a quelque chose derrière. Et donc ça passe par l'apprentissage. Et après, moi personnellement, ça c'est mon opinion, chacun est différent, mais je vais aller chercher aussi plus d'humilité, c'est-à-dire quelqu'un qui est pas forcément trop dans le bling bling, dans le clash et tout ça, mais qui travaille, ou alors qui propose un projet voilà peut-être de plus décentralisé, ou qui est audité, où on peut vraiment aller chercher en profondeur, même si c'est pas toujours, comme on l'a dit, évident, mais au moins tout ce qui est protocole décentralisé, si le code en plus est en open source, qu'il a été audité, si l'entreprise à utiliser. Bon, après, il peut y avoir des failles, mais des auditeurs on-chain qui vont aller auditer les smart contracts avant de... Parce qu'au final, il y a beaucoup de projets de défi qui passent même pas par cette étape-là. Donc, il faut un fork d'un protocole existant, il rajoute 2-3 fonctionnalités. Ça passe en production directe, et du coup par rapport à une entreprise qui propose avec un peu plus d'humilité quelque chose qui a été audité, où on peut aller chercher, où il y a une vraie communauté de développeurs qui a été auditée pour voir si vraiment ça marchait. Il peut y avoir toujours une faille parce que voilà, le logiciel c'est compliqué, le logiciel de blockchain c'est compliqué, et si on rajoute en plus la couche défi, voilà, il y a plein de choses à penser, du coup il peut toujours y avoir une faille, mais c'est aussi voilà, cette garantie d'auditer, et aussi d'avoir les connaissances pour savoir si la personne, ce qu'elle raconte, ça, voilà, on peut faire le tri entre les informations, et c'est vrai je pense qu'il y a, quand on est débutant, on a vraiment envie voilà, de trouver quelqu'un qui sait vraiment, et le problème aussi, tous ces mecs-là qui ont beaucoup d'argent, c'est qu'ils peuvent s'acheter rapidement une communauté, c'est-à-dire montrer qu'ils ont beaucoup d'argent, acheter des followers en quelque sorte, parce qu'on se dit, voilà, on a envie de suivre ceux qui réussissent beaucoup, mais au final, c'est pas toujours eux qui ont votre bien-être financier à cœur, et donc du coup, s'en méfier. Bon. Ouais, c'est la social proof, quoi. On se dit tout de suite, tiens, un YouTuber qui a 100 000, 200 000, 500 000 abonnés, ou voire plus, bon, il en sait forcément plus que moi. Alors peut-être que oui, c'est sûr que si vous avez commencé la crypto aujourd'hui, oui. Est-ce que ça veut dire qu'il aura votre intérêt financier, comme l'a dit Théo, en tête? Absolument pas. La grosse majorité des personnes que vous voyez sur YouTube, c'est un business qu'ils ont créé. Et quand on vous parle d'un projet crypto,
posez-vous la question derrière, c'est quoi l'intérêt de cette personne-là à me parler de ce projet? Si derrière, et c'est le cas de l'écrasante majorité des influenceurs crypto aujourd'hui, je sais que moi, à titre personnel, j'en fais pas sur ma chaîne Tokens Invaders avec Mickaël, on fait jamais de promotion de projet crypto, en tout cas, on n'est jamais payé pour ça. Quand on parle d'un projet, c'est parce que ça nous intéresse et on a envie d'en parler. On fait jamais de promotion de projet, mais l'écrasante majorité des personnes qui vont vous parler d'un certain projet crypto sur YouTube, ils ont été rémunérés par ce projet pour en parler en bien. C'est quoi derrière la légitimité de pouvoir éventuellement parler du pour, du contre, ou d'avoir une vision objective sur le projet si jamais on a été rémunéré pour parler de ce projet-là? Aucune, tu vois. Et du coup, derrière, le problème, c'est que beaucoup de débutants, on va leur parler du projet, ils vont se dire, bah oui, forcément, ce mec, il a 300 000 followers, forcément, qui connaît très bien le projet, il connaît très bien la crypto, donc s'il me parle de ce projet, c'est que c'est intéressant, donc je vais investir dessus. Non, non, il n'a pas votre profil de risque, il n'a pas vos objectifs personnels, et puis il n'a pas surtout votre niveau financier, si vous voulez, dans l'esprit au premier abord. Il va avoir avant tout son intérêt financier, lui, ce qu'il va recevoir dans son propre portefeuille. C'est tout. Hein. Donc, il faut toujours avoir un esprit critique. C'est juste en ça, en fait. On nous l'apprend pas du tout, je trouve, à l'école, d'avoir un esprit critique. On nous apprend à suivre ce qu'on nous dit tout le temps. Il faut suivre, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire les devoirs, c'est comme ça qu'il faut faire les examens et tout. On nous apprend à suivre un chemin qui est un peu tracé. Et c'est vrai que dans la crypto, malheureusement, si on suit le chemin tracé, si on suit le chemin consensuel de l'écrasante majorité des gens, on va avoir les résultats de l'écrasante majorité des gens, c'est-à-dire soit pas gagner de l'argent, soit bien évidemment en perdre beaucoup. Parce que l'écrasante majorité des gens dans la crypto perdent de l'argent. Et ça, vous en entendrez pas parler, parce que c'est pas vendeur. On préfère vous dire, bah ouais, regardez, moi, j'ai gagné 3 millions grâce à la crypto. Et il y en a combien qui a gagné 3 millions par rapport à ceux qui en ont perdu? Énormément. Et ça, vous n'en entendrez pas parler, parce que ceux qui se sont fait avoir par FTX, par Luna, par Encore, par Celsius, etc., ils vont pas se vanter de tout ça. C'est une honte. Parce qu'en plus, on le sait, quand on est dans la crypto, qu'il ne faut pas donner nos clés privées. On le sait. Mais on croit au discours de ces personnes-là qui vont nous dire « Mais nous, c'est différent, on sait gérer le risque, vous inquiétez pas, on a une jolie cravate, on parle bien, donnez-nous votre argent. » Et du coup, on fait confiance. Et à chaque fois, on se fait avoir. Et à chaque fois, c'est la même chose qui arrive. Tu vois? Ouais, et puis il y avait les risques systémiques aussi, parce que moi j'ai vu sur Confession, bon, c'est un thread sur Twitter où les gens voilà, posent leur histoire, pas forcément. C'est tout en anonyme, donc du coup c'est plus voilà, des confessions en crypto. Et il y a des mecs qui disent oui, mais moi j'avais bien diversifié. Je dis bon, là c'est vrai que je donne mes clés privées, mais je me diversifie dans les plateformes que j'utilise. Mais il avait fait quand même le combo gagnant, BlockFi, Celsius, FTX. Voilà. Donc du coup, il avait diversifié ses plateformes, mais il a quand même tout perdu. Donc bon, il faut quand même faire attention. Et voilà, pour pas prendre plus de temps, donc on va finir. Pensez bien à diversifier vos sources. Au final, dernier mot, je pense, même nous, c'est bien, voilà, c'est bien d'écouter des sources diverses et variées. Recherchez aussi un peu d'humilité. Les mecs qui clashent trop en ligne, qui se font qui recherchent absolument à se faire voir, à se faire connaître, voilà, peut-être faites attention, prenez ça avec des pincettes et faites attention voilà, à vos sources d'informations et plus vous en savez, plus c'est diversifié, mieux vous en sortirez. Donc nous, on va vous laisser. Si vous voulez retrouver le contenu de la chaîne de Thibaut, donc Éternel Étudiant, qui se consacre plus à l'investissement, finance personnelle et entrepreneuriat, je vous mettrai le lien dans la description. Donc il publie pas mal de contenu, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur la crypto, si vous êtes débutant, comment bien commencer avec des bases solides et pour investir sereinement, je vous mets dans la description de la vidéo aussi le lien vers mon guide d'investissement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le télécharger. Et nous, du coup, on vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Salut à tous.